Bonjour Pierre Monette, vous êtes chercheur indépendant et avez enseigné pendant une vingtaine d'années au Cégep du Vieux-Mont-Royal. Particulièrement intéressé par la question de l'identité continentale américaine, vous avez traduit, commenté et annoté le Scholar américain de Ralph Emerson ainsi que Saint John de Crèvecoeur et les lettres d'un fermier américain. On vous doit aussi Ononthah, une histoire naturelle du Mont-Royal. Enfin, vous avez publié Rendez-vous manqué avec la Révolution américaine, des adresses aux habitants de la province du Québec, diffusées à l'occasion de l'invasion américaine de 1775-76. Alors comment, Pierre Monette, abordez-vous ces événements historiques dans le contexte actuel de nos relations plus ou moins tendues avec nos voisins du Sud? En effet, on est maintenant avec des relations, face à des relations très houleuses avec les États-Unis. Et bon, évidemment, parler de ce qui s'est passé en 1775, de cette tentative d'invasion ratée, faut faire attention, c'est quelque chose à l'époque de très différent de ce qui se passe actuellement. On espère faire de nous un 51e État. À l'époque, on nous invitait à faire partie des colonies unies, à faire partie de ce qui était pour devenir par la suite les États-Unis. Donc une invitation à joindre ce groupe-là. Les lettres du Congrès américain adressées aux Canadiens de l'époque considèrent ces derniers comme des frères. Cette propagande diffusée en français les invite à joindre la Révolution américaine pour se libérer de l'emprise britannique. Que peut-on dire du contexte colonial alors partagé entre le Québec et ses 13 provinces unies d'Amérique? Elles étaient en train de s'unir, mais ce dont il faut surtout se rappeler, c'est que à l'époque, 1775, la nouvelle Province of Quebec, qui est devenue cette province de Québec depuis 1763, on est une colonie britannique au même titre que l'État de New York, que le New Hampshire, que la Virginie. Donc on n'est pas un pays étranger. Pour eux, pour l'administration coloniale, on est une colonie comme les autres, à la différence que nous, on parle français. Et les gens qui vivent dans ces colonies britanniques, l'élite politique, elle aussi parle français. Ça crée des relations intéressantes en partant. Ils sont intéressés par ce qu'on est. On est aussi une colonie très énorme. On est énorme comparativement, sur le plan du territorial, on est énorme comparativement aux autres colonies. Donc, il y a de quoi être intéressé à ce qu'on se joigne au mouvement qui va devenir le mouvement d'indépendance par la suite. Et comment s'explique alors cette rébellion des 13 colonies? C'est fondamentalement une question de taxation. Les colonies ont participé à l'effort de guerre de la guerre de 7 ans. Ils ont coûté cher à l'Empire britannique. L'Empire britannique sort victorieux de la guerre de 7 ans, mais avec énormément de dettes. Donc, on entreprend de taxer les colonies. Les colonies ne sont pas contre la taxation comme telle. Ce à quoi ils s'opposent, c'est le fait qu'ils n'ont aucun représentant auprès de l'administration britannique. D'où le premier slogan du mouvement qui va aboutir à l'indépendance, No taxation without representation. Ils veulent avoir des représentants. L'autorité britannique n'est pas d'accord, donc il va y avoir toute une série d'actes coercitifs, ce qu'on va appeler les actes intolérables, où l'administration britannique va imposer une taxation et la réaction des colonies, mais ça va amener à un mouvement de rébellion pour s'opposer à cette taxation. Outre la question des fameuses taxes, en quoi le sort plus favorable accordé au Québec par l'administration britannique en 1774 pouvait-il irriter les colonies américaines? C'est toute la question de l'acte de Québec. Comment le mettre en perspective? L'acte de Québec, pour les historiens états-uniens, c'est le 5e acte intolérable. Pour nous, pour la province of Quebec, c'est quelque chose de très positif. C'est le moment où on regagne, en fait, il y a un changement dans le libellé du serment, où les catholiques peuvent devenir désormais des représentants. Il y a aussi le clergé qui retrouve ses droits, les seigneurs aussi retrouvent leurs droits. Donc, pour les États-Unis, en fait, pour les colonies unies plus exactement, c'est un recul majeur et ça fait que ça
leur donne l'impression que la province of Quebec va devenir très loyale. Ça va augmenter le loyalisme de la province of Quebec. Donc, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils voudraient bien qu'on puisse s'opposer, nous aussi, à l'autorité britannique, autant qu'eux, mais l'Acte de Québec fait qu'on a peut-être un peu moins de raison, en tout cas les élites ont moins de raison de s'opposer à l'autorité britannique. Mais il y va aussi de l'importance accrue du territoire québécois promulgué par l'Acte de Québec. Quelle est alors la nouvelle configuration de l'Amérique du Nord? Mais c'est que tout l'intérieur de l'Amérique, l'ancienne Nouvelle-France, pas totalement, mais une grande partie de l'ancienne Nouvelle-France, redevient possession territoriale britannique avec la province of Quebec. Donc, la possibilité pour les colonies britanniques, les colonies unies qui sont le long de l'Atlantique, leur possibilité d'aller vers l'intérieur du territoire est bloquée. Donc, ils ne sont pas contents de ça, évidemment. Donc, cet élément territorial est un des éléments qui fait qu'ils voudraient bien, ils nous invitent à faire partie de leur mouvement, de leur groupe. Que dire de la stratégie du Congrès américain avec ses lettres, mais aussi de leur effet sur la loyauté relative des Canadiens français, qu'il s'agisse des élites comme du peuple? Le fait que ces lettres soient imprimées en français a-t-il son importance dans les circonstances? Mais c'est qu'eux, ils nous considèrent, c'est une des formulations dans une des lettres, on est des compatriotes de Montesquieu. Les élites britanniques, les élites des colonies, les élites colonialistes, des gens comme Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, sont des gens qui ont lu Voltaire, qui ont lu Rousseau, qui lisent Montesquieu en français. Le français, à l'époque, est la langue des Lumières. Donc, ils s'adressent à nous en français parce qu'on est, pour eux, donc, des contemporains, ou en tout cas des compatriotes de ces grands penseurs-là. Ils font une petite erreur. Il y a très peu de Canadiens français de l'époque les gens ordinaires, très peu savent lire et écrire. Du côté protestant, du côté des colonies unies, comme chez les protestants, on doit lire la Bible, donc ces gens-là sont lettrés. Ils nous envoient des lettres en français à une population qui ne sait ni lire ni écrire. Mais qui sait lire et écrire en français dans la province of Quebec? Ce sont les élites, ceux qui ont toutes les raisons de s'opposer aux colonies. Donc, il va y avoir un problème de communication. Mais il reste que, dans la formulation de leurs lettres, ils s'adressent à la population de la province of Quebec, aux Canadiens d'ailleurs, ils reprennent le nom de Canada. Ils s'adressent aux gens, au monde ordinaire, aux habitants, et non pas à l'élite, même si ça, le problème de communication va faire que c'est l'élite qui est en position de recevoir ces textes-là. Et donc, les arguments avec lesquels ils essaient de nous convaincre de se joindre à eux, ce sont des arguments politiques, philosophiques, qui sont un petit peu au-dessus de l'ensemble de la population. Donc, il va y avoir un gros problème. Mais il reste qu'ils s'adressent à nous en français. Le gouvernement britannique de Québec, ça prend des semaines, des mois avant de traduire en français les actes ou les lois qu'ils nous imposent. Eux, ils le font immédiatement en français. Donc, si on avait accepté cette invitation-là, ça aurait changé beaucoup de choses pour la question de la langue française en Amérique du Nord. C'est sûr. Alors, comment expliquer finalement l'échec de cette première invasion militaire du Canada? La suivante date de 1812. Mais tenons-nous-en à 1775. Jusqu'à cette date, les 13 colonies étaient-elles vraiment unies? Et comment le sont-elles devenues? Peut-on remettre en perspective l'échec de l'invasion américaine avec l'émergence des États-Unis? Oui, mais effectivement, les colonies, l'armée des colonies, ce qui va devenir l'armée continentale, ce sont foncièrement des milices. Et les miliciens du Massachusetts sont prêts à se battre pour le Massachusetts. Les miliciens de l'État de New York sont prêts à se battre pour l'État de New York. À partir du moment, donc, il n'y a pas de cohésion comme telle entre les colonies. C'est une des raisons qu'il va y avoir toutes sortes de problèmes. Bon, il y a une des autres raisons, c'est que les miliciens sont payés pour faire partie de l'armée. Le problème du 31 décembre 1775, c'est que leur paye, leur engagement finit le lendemain. C'est pour ça qu'il va y avoir l'attaque de Québec. Mais ils ne sont pas prêts à ce moment-là. Donc, le problème de l'union des colonies unies est vraiment un des problèmes à ce moment-là.
Par la suite, à cause de cet échec-là, il va y avoir chez des gens comme Washington, chez John Adams, chez Thomas Jefferson, l'idée qu'il faut créer un sentiment global, un sentiment d'unité, d'où l'idée d'une indépendance. D'une certaine façon, on peut en fond extrapoler que le fait qu'ils aient décidé de déclarer l'indépendance pour se donner une cause commune contre les Britanniques, l'échec de l'invasion de 1775 est une des raisons de cette idée d'avancer l'idée d'une indépendance comme cause commune. C'est sûr. Et quel est aujourd'hui l'héritage de cette page d'histoire pour les Canadiens français en matière d'apprentissage de la démocratie, justement, d'émancipation politique et culturelle dans les décennies suivantes? Mais justement, ça a été un apprentissage des institutions démocratiques. Il faut bien réaliser, 1775-76, la Révolution américaine, on est avant la Révolution française. Et les institutions démocratiques avec lesquelles on vit maintenant sur l'ensemble de la planète, c'est les États-Unis, les futurs États-Unis qui vont créer cette structure. Et quand ils sont en contact avec les gens de la province of Quebec, nous, il y a eu la défaite 1759, on est connu qu'est-ce que c'était que l'autoritarisme royal. Quand on arrive avec les Britanniques à partir de 1763, il y a un ancien autoritarisme colonial britannique. Et là, tout d'un coup, on est en contact avec des gens qui se disent, ben là, peut-être que les gens peuvent décider qui sont leurs dirigeants, etc. Donc, il y a un apprentissage qui se fait à partir de ce moment-là. Et les rebelles de 1837 sont les héritiers directs de cet apprentissage qui s'est fait à ce moment-là. Et qu'est-ce que les Américains, les futurs Américains, les futurs États-Unis amènent avec leurs troupes? C'est entre autres un certain Fleury-Méplet avec ses presses qui va créer la Gazette du commerce et littéraire de Montréal. Ben, c'est un héritage direct de cette tentative d'invasion. Merci Pierre Bonnette pour ce rappel du contexte colonial partagé par le Québec et les 13 colonies américaines dans les années 1770, mais aussi pour votre lecture des lettres du Congrès américain aux Canadiens. Vous montrez bien que l'échec de l'invasion américaine est ce qui a justement permis l'union des 13 colonies et le succès de leur guerre d'indépendance. À vous entendre, les États-Unis nous doivent une fière chandelle, tout comme nous leur devons un des premiers apprentissages des principes démocratiques dont s'inspireront les patriotes des années 1830. Merci encore, Pierre Bonnet. Merci.